Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'une histoire qui a l'air d'être tout droit sortie d'un film d'horreur. Déjà que normalement on n'a pas trop envie d'être à la place des victimes, là encore moins, je sais que moi à leur place je serais devenue complètement folle. Aujourd'hui on va parler de Daniel Laplante ou le meurtrier derrière les murs. C'est une histoire assez connue mais que je trouve quand même complètement folle, complètement dingue. On va mélanger de l'obsession plus que malsaine, de la désillusion, du désespoir pour au final faire un petit cocktail Molotov bien sympathique. Daniel Laplante ou l'homme qui a vécu dans les murs d'une maison pendant des semaines et des semaines au point de rendre complètement barjot une famille avant de tuer 3 personnes. Sans plus tarder, installez-vous très confortablement, on est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess my what you call fantasy. The missing from this morning. She's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors avant de commencer, je voulais vraiment du fond du cœur m'excuser pour cette super longue absence. C'est vrai que la fin de mon master, les partiels, les derniers mémoires à rendre, le début du stage, etc. Le fait que je me prenne une petite semaine de repos pour me remettre de toutes ces émotions fait que j'ai pas du tout eu le temps en fait de me poser et de filmer, donc j'en suis vraiment navrée. Voilà, ça n'excuse en rien le fait que je me disais je vais peut-être louper un épisode. Au final, on est à presque 1 mois et demi de pause, donc j'en suis vraiment navrée. En tout cas, malgré mon absence, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me touche vraiment du fond du cœur. Alors un grand merci à vous. Bienvenue à tous les nouveaux. Ça doit être peut-être la première vidéo que vous voyez toute fraîche, toute sortie, le premier update. Et aujourd'hui, quel update c'est alors c'est une histoire un petit peu connue, celle de Daniel Laplante, comme je l'ai dit, mais c'est complètement farfelu. Quand je faisais mes recherches, j'ai l'impression d'être dans un thread d'horreur. Franchement, c'est une histoire qui est beaucoup plus sur le côté psychologique, j'ai l'impression, après dites-moi ce que vous en pensez, que les autres affaires qu'on a pu faire jusqu'à présent. Daniel Laplante, il est né en 1970 dans le Massachusetts et il a vraiment eu une enfance pas rose du tout. Alors ça n'excuse en rien les meurtres qu'il a commis par la suite, mais c'est vrai que ça permet de mieux comprendre, on va dire, le personnage. Alors il a subi de nombreux abus, tant sexuels que physiques, de la part de beaucoup d'adultes dans sa vie, notamment de son père qui le maltraitait physiquement, émotionnellement, psychologiquement, sexuellement, mais vu qu'à l'époque c'est un mineur, beaucoup de ces faits-là ont été passés sous le sceau du secret et du silence. En plus de cela, il a toujours eu un peu de mal à l'école, tant socialement que scolairement, dans le sens pur du terme. Et en fait, on lui a diagnostiqué à son plus jeune âge une dyslexie, donc ce qui n'a pas été en arrangeant. Il n'avait pas beaucoup d'amis à l'école, puisque tout le monde le considérait comme étant le garçon un peu bizarre, effrayant, un peu étrange, ce qui a fait qu'il s'est vraiment refermé sur lui-même et il a commencé à ne pas prendre soin de lui d'un point de vue hygiène dans un premier temps. Quand on le voyait, ça donnait pas forcément envie d'aller faire copain-copain avec lui. Il a été diagnostiqué par la suite avec un trouble d'hyperactivité, mais c'était pas vraiment le diagnostic qui correspondait à ce qu'il ressentait à ce moment-là. En plus de cela, le psychologue il a commencé à faire des avances sexuelles en plus d'abuser de lui alors qu'il savait très bien qu'il venait d'une famille très compliquée, qu'il avait un passé très compliqué. Donc au final on peut quand même dire un petit peu pauvre gamin sur certains points, même si encore une fois tout ce qu'il va faire par la suite n'est en aucun cas excusé. Il a commis par la suite des petits délits, surtout des cambriolages dans sa petite ville, Townsend. Mais au bout d'un moment, les cambriolages c'était plus suffisant. C'était pas assez sadique en fait pour lui, comme si déjà un cambriolage de base n'était pas traumatisant. En fait, il s'amusait à rentrer du coup dans les maisons sans rien voler, mais juste déplacer quelques objets pour bien faire montrer qu'il y avait quelqu'un qui était rentré chez eux. Et en fait, il jouait un petit peu ce jeu sadique avec les habitants. Juste une lampe qui est pas tout à fait à sa place, le combiné du téléphone qui est reposé par terre et non pas là où il devrait être. Donc c'est plein de petites choses et on sent déjà un peu toute sa patte sadique qu'il va utiliser par la suite.
En 1986, à 16 ans, là encore, il veut passer à l'étape supérieure. Ce n'est toujours pas assez pour lui. Du coup, quand il est en train de cambrioler une maison, il va prendre le numéro de téléphone qu'il y a dans un des calepins et il va faire du repérage de cette nouvelle maison qui appartient à la famille Andrews, qui est composée d'un père et de 2 filles, Annie et Jessica. Au début, on se doute qu'il veut appeler un petit peu pour faire du repérage, savoir si la famille est là quand il va cambrioler. Mais au final, il va de plus en plus appeler les filles, donc Jessica et Annie, leur dire qu'il a eu le numéro par un copain du lycée et se présenter comme étant quelqu'un de très fin, athlétique, blond, très beau, en soi l'opposé total de ce qu'il est. Donc c'est pas bien Danny, il ne faut absolument pas mentir. Il parle beaucoup avec Annie et il décide d'organiser un date pour aller à la fête foraine. Mais quand Danny arrive sur le perron de Annie, forcément Annie elle tombe des nues parce que Danny c'est pas du tout le garçon qu'elle se représentait. Danny c'est quelqu'un de pas propre sur lui, cheveux bruns, gras, échevelé, hirsute, un peu pas très propre, pas très beau, un petit peu cambré machin. Donc bon, forcément ça lui fait un petit choc. Mais vu que c'est une personne qui est quand même super gentille et super bien élevée, elle décide, au lieu de les conduire, de partir en date avec lui, même si elle va s'excuser au bout d'1 heure en prétextant qu'elle a quelque chose à faire. Lors de ce date, Danny va apprendre que les 2 filles ont perdu leur mère et Danny va être vraiment intrigué par tout cela et il va poser des questions qui sont plus que socialement acceptables, on va dire, à vraiment interroger sur les circonstances de la mort. Forcément, ça met Annie très mal à l'aise et après ce date, elle décide de ne plus donner de nouvelles à Danny, donc en gros de clairement le ghoster et de passer à autre chose. Pendant quelques temps, tout semble retourner à peu près à la normale. Annie n'a plus trop de nouvelles de Danny. Et puis un soir, elle et sa sœur Jessica décident de faire une séance de spiritisme pour parler à leur mère. Alors, au début, c'était censé être un peu une blague, on va dire, mais ça a vite tourné à quelque chose de plus fascinant pour les filles. Donc elles ont pris, je crois que c'était une planche de Ouija, je suis pas très certaine, et au fur et à mesure qu'elles posaient des questions, elles recevaient des coups rythmés dans les murs. Donc maman, est-ce que c'est toi? Un coup. Est-ce que tu nous vois de là-haut? Un coup, etc. Et pendant quelques temps, elles ont continué de converser avec ce qu'elles pensaient être leur mère. Alors, on ne va pas spoiler, mais on devine très clairement la fin au vu même du titre. Et pendant quelques temps, plusieurs séances, elles vont commencer à parler comme ça avec leur mère. Donc elles, forcément, c'est fantastique pour elles puisqu'elles ont perdu leur mère depuis pas longtemps. Mais en réalité, c'est beaucoup plus glauque que ça. Mais au bout d'un moment, les coups continuent à arriver même pendant qu'elles dorment, donc ça les réveille, les objets se déplacent, les meubles se déplacent et elles ne pensent pas qu'elles ont invoqué l'esprit de leur mère, mais plutôt un démon malveillant. Et leur père, Brian, pensait en fait que c'était elle qui faisait toute cette mise en scène, un petit peu comme un cri de désespoir en disant on a du mal à faire notre deuil ou autre, et il refuse catégoriquement de les croire. Un soir, en janvier 1987, les coups ne viennent plus du mur, mais du sous-sol. Et là, les filles sont toutes les deux toutes seules dans la maison, leur père est parti au travail, et du coup elles décident de s'y rendre, armées d'un grand couteau de cuisine, et là, avec horreur, elles découvrent sur le mur du sous-sol « Je suis dans ta chambre, viens me trouver » écrite en lettres rouges. Ce qui est super flippant. C'est là où je dis que je deviendrais peut-être un petit peu folle, tu vois. Et donc elle, effrayée, et on peut tout à fait comprendre pourquoi elle était effrayée, elle décide de courir chez le voisin, de sortir clairement de la maison, donc c'est déjà un bon réflexe. Mais là encore, leur père Brian refuse de les croire en disant que c'est sûrement elles qui ont fait toute cette mise en scène-là. Plusieurs semaines plus tard, là encore, elles entendent des coups, mais cette fois qui viennent de la chambre de Annie. Là encore, elles sont toutes seules, leur père est au travail. Du coup, elles décident de se rendre dans la chambre de Annie et elles trouvent de nouveau en lettres de sang écrit sur les murs « Je suis de retour, trouve-moi si tu peux ». Glaçant. Du coup, elles courent chercher le voisin pour qu'il vienne à la maison constater tout ce qui s'est passé et elles vont chez le voisin en attendant que leur père arrive. Seulement, quand le père retourne dans la maison, il y a plus de désordre que lorsque le voisin et les filles étaient là. Donc là, il se dit, ok, vraiment, il y a un truc chelou chez moi, il y a un truc qui se passe. Il retourne dans la chambre d'Annie et là, il va voir sur le mur le premier message qui a été effacé et un second message toujours écrit en lettres de sang en disant « Épouse-moi ».
Il se retourne. Et là, mais je vous jure, les frissons, quand j'ai lu ça, il y a très peu de choses qui me donnent des frissons quand je fais les recherches sur les vidéos. Mais là, particulièrement, il se retourne. Et là, on dirait vraiment un film d'horreur. Danny se trouve en face de lui, habillé avec la robe de mariée de sa femme décédée, avec une perruque blonde, du maquillage et une hachette dans la main. Le délire de la Dame Blanche, ce n'est rien à côté. Danny et Brian luttent un petit peu, mais Danny réussit à prendre le dessus et va prendre la fuite au lieu de tuer le père. Et là, forcément, les Andrews vont appeler la police et après leur arrivée, on va découvrir toute une série de choses. Premièrement, que les messages étaient écrits avec du ketchup et non pas du sang comme on avait pu le croire au début, mais les faits quand même restent là. Deuxièmement, c'est qu'en fait il y avait un bide sanitaire derrière un placard qui faisait tout le tour de la maison, et quand ils ont regardé dans un placard de la chambre d'Annie, ils ont découvert une trappe. Quand ils ont soulevé la trappe, ils ont découvert qu'il y avait Danny à l'intérieur. La chambre d'Annie D''Annie, qu'il y avait Danny, le mec, à l'intérieur de la trappe, recroquevillé sur lui-même. En fait, il vivait à l'intérieur des murs, donc vraiment sur tous les murs qui faisaient le tour de la maison. Il y avait parfois certains Judas qui permettaient de voir l'intérieur de la maison, donc notamment la chambre de Annie. Et il s'est très clairement fait passer pour le fantôme de leur mère. On se doute qu'il voulait se présenter aux filles habillés justement avec la robe de mariée de leur femme, de leur mère défunte, munis d'une hachette, probablement pour les tuer, dans le sens où il aurait pu les tuer bien avant. Il aurait pu les tuer dans leur sommeil, il aurait pu tuer le père dans son sommeil et s'occuper des filles après, vu qu'il vivait vraiment dans la maison. Mais il a décidé de pousser le sadisme un chouïa plus loin, avec tous les messages absolument horrifiques qu'il y a sur les murs. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai cru que c'était un délire de la chambre des secrets a été réouverte. Ça, c'est un peu le même chose. Par contre, on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'il faisait pour se nourrir, par exemple, s'il sortait à chaque fois ou s'il piquait dans la cuisine. Se laver, il y a peu de doute vu son hygiène déplorable. Mais voilà, c'est très très flippant quand même de se dire, tu sais que t'es en sécurité chez toi, et en fait non, puisqu'il y a quelqu'un chez toi qui vit avec toi, qui t'observe, et toi tu ne peux pas le voir. C'est absolument glaçant. Bien entendu, il a été incarcéré dans un établissement spécialisé pour mineurs en 1987 pendant un an et demi, mais quand il est sorti, il a tout de suite repris sa vie de cambrioleur, ce qui montre très bien que le niveau de réinsertion est plus que bof, et c'est vraiment une vraie problématique aux États-Unis, même en France. Il va continuer les petits vols. Là encore, ce n'est pas assez, comme si le fait de vivre dans toute une maison pendant des semaines avec des personnes pour vouloir les tuer n'était pas assez. Là, il veut vraiment du sang. Donc il va rentrer par effraction le 1er décembre 1987 dans la maison de la famille Gustafson, où il y avait 3 personnes à l'intérieur. Priscilla, la mère de 33 ans, qui était enceinte, et les 2 enfants, Abigail et William. Priscilla avait été trouvée face contre le lit, les oreillers gorgés de sang. Elle avait été violée par Danny, et en plus de cela, elle avait été abattue de plusieurs balles dans la tête, même si on ignore absolument comment est-ce qu'il a fait pour se procurer l'arme. Et les 2 enfants, Abigail et Williams, de 5 et 8 ans, ont été retrouvés noyés dans la baignoire. Donc on se doute qu'il s'est occupé de la mère avant de s'occuper des enfants pour qu'il n'y ait pas la figure protectrice, on va dire, l'ennemi numéro 1 dans cette maison, qui soit là quand il s'occuperait des enfants. On n'a rien trouvé de sévices sexuels, on va dire, sur les enfants. Lorsqu'il était en fuite, il a été très facilement retrouvé puisqu'il a essayé de kidnapper une autre femme, et lorsqu'elle s'est débattue, qu'elle est sortie, qu'on a arrêté l'homme, Danny Laplante, on a retrouvé un cheveu d'Abigail sur sa chaussette, ce qui était suffisant pour le lier au crime et suffisant en fait pour savoir qui c'était, tout simplement. Il a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de chacun des membres de la famille Gustafson. Alors, il n'a pas été correctement diagnostiqué, ou du moins, j'ai pas connaissance, j'ai pas retrouvé le diagnostic, mais de toute évidence, il est atteint de multiples troubles de la personnalité, ce qui fait de lui quelqu'un de très dangereux. Mais si on n'a pas un bon diagnostic, c'est vrai que c'est compliqué après de trouver des soins adaptés pour sa personne. Il a fait appel, mais sa libération conditionnelle a été rejetée notamment.
Et concernant la pop culture, on se doute que des faits aussi terrifiants que ceux qu'a commis Daniel Laplante ont inspiré nos films ou séries préférées. Ils ont inspiré entre autres un épisode de la série Your Worst Nightmare saison 2. Et du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que c'est assez paradoxal de la façon dont je l'ai à le dire, parce que c'est vrai que le fait de se retourner, de voir cet homme qui a vécu pendant je sais pas combien de temps dans ta maison, habillé de la robe de mariée de ta femme décédée avec une hachette dans la main, moi ça m'a vraiment fait frissonner quand j'ai vu les recherches. J'étais en mode ouh, pas sympa, alors que on le sait très bien, il y a des vidéos limite 100 fois pires sur cette chaîne. Mais je sais pas pourquoi, ce détail m'a vraiment marqué, et ce qui a fait très clairement penser que moi je serais devenue folle à avoir des messages comme ça dans ma maison. C'est c'est non. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cet épisode. N'hésitez pas à me commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner, à mettre la petite cloche, et on se retrouve très bien vite. Promis, je vais faire des efforts pour se retrouver de plus en plus régulièrement. En tout cas, bonne fin de soirée à vous, et on se dit à très bientôt. Ciao!